c'est Adou. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo dans laquelle je vais répondre aux dernières questions que j'ai eues sur la chaîne ce mois dernier et sur les dernières vidéos publiées. La chaîne a bien grossi ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir les vidéos, qui laissent des petits commentaires. Vous êtes presque 4000, c'est pas anodin. Il y a 1 an et demi, on était 400, un truc comme ça. Donc c'est du délire et plus ça progresse, plus il y a du monde qui découvre un peu la chaîne et les vidéos, donc c'est sympa. Ça a un impact qui est super cool, c'est que du coup, on commence à avoir une vraie communauté dans laquelle les gens viennent donner leur avis, reviennent voir les vidéos, il y a des gens qui sont assez fidèles, ils se reconnaîtront à mon avis, et ce qui est cool c'est que il y a des interactions, et c'est la finalité du truc, c'est quand même bien ça. Moi je suis super content de publier des vidéos et de voir qu'il y a des réactions, et qu'on peut discuter du sujet initial et dériver un petit peu, donc je prends le temps de répondre à tous vos commentaires. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que du coup il y a des commentaires et des questions qui sont hyper pertinentes, qui se perdent un petit peu dans les fils de la discussion, et je voulais en fait sortir certains commentaires pour y répondre, pour que chacun puisse en profiter sur des questions qui sont à mon avis assez pertinentes en rapport avec les sujets récents. C'est parti. Alors il y a une première question de Pavsup et de Kisha qui nous demandait « Salut, avec quoi tu fais tes montages vidéo? Magnifique vidéo que je me demandais avec quel logiciel tu montes tes vidéos. » Écoute, c'est assez simple. Alors depuis le mois de juin dernier, depuis que je suis revenu de Tarifa, que j'avais fait une vidéo sur les nouveautés de Duotone, j'ai édité pas moins d'une vingtaine de vidéos, et toutes ces vidéos, elles ont été faites avec ça. Et ça en fait c'est un iPad 12/9, donc quasiment 13 pouces, sur lequel j'ai mis un clavier de la marque Bridge qui fait des trucs de ouf, et on dirait presque un MacBook en fait. Et la force du truc c'est que ça ne plante jamais, ça a une autonomie de ouf, ça reste froid, ça ne lag jamais, même quand je mets les rushs 4K du drone dessus, il n'y a pas de temps de rendu, donc c'est assez génial. Et donc ça c'est pour la partie matérielle. Et la partie logiciel, j'utilise le logiciel qui est la référence sur iPad, qui s'appelle LumaFusion. C'est de loin la meilleure solution si tu veux faire du montage vidéo sur un iPad, donc c'est ce que j'utilise. Il y a bien sûr des limites, tu peux pas stabiliser des plans, c'est compliqué de caler des plans sur du son, tu es obligé de faire ça un petit peu à l'ancienne, de manière très manuelle, donc ça prend un peu de temps, et puis tu es plus limité au niveau des titrages, tout ça, mais tu as une solution qui est hyper bien pour ceux qui voyagent, qui veulent un outil compact. Donc bref, je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais je monte tout avec un iPad Pro, et là j'attends un MacBook, ça m'a réconcilié avec Apple, et du coup je vais aussi monter des vidéos un peu plus quali sur MacBook pour aller plus loin dans la qualité des montages, pouvoir faire des transitions, des choses un peu plus complexes et plus facilement, et surtout éditer des vidéos plus rapidement pour pouvoir vous proposer des contenus de manière plus régulière sur la chaîne. Voilà. Deuxième question, j'avais Quentin qui réagissait à la vidéo que j'ai fait sur la GoPro. J'expliquais comment faire un live avec une GoPro. J'expliquais comment faire un live, il me demandait si on pouvait faire un live sur Instagram avec la GoPro. Non, ce n'est pas possible Quentin, tu peux faire des lives avec Facebook et des lives avec YouTube, et Instagram c'est pas possible, voilà. Il y a Seb qui nous disait hello, hello, il réagissait à la vidéo sur le speed loop, le tuto. Alors apparemment vous avez bien aimé le tuto sur le speed loop, j'en prépare un autre sur un move de freestyle. Je pense qu'on va se faire une petite série, j'aimerais bien avoir une belle collection de tutos pour ceux qui apprennent le windsurf et ceux qui sont déjà assez aguerris, dans la mesure de mes compétences bien sûr, et ça a bien réagi. Donc il réagissait sur le speed loop, il demandait si pour se lancer dans un speed loop, il fallait plutôt viser le speed loop d'abord ou le front loop, ou entre les deux. Tous les ans je me dis que c'est la bonne année. Alors moi ce que je lui conseillais c'était je lui ai répondu bien sûr de viser effectivement entre les deux. Si tu fais un front loop, ça veut dire que tu vas prendre une vague, tu vas peut-être prendre un peu de hauteur, tu vas te faire peur, tu peux te faire mal si tu n'es pas à l'aise. Et le speed loop à l'inverse, le pur speed loop sur du plat complet, c'est un peu délicat parce qu'il va falloir avoir une bonne technique pour l'impulsion. Donc l'entre-deux ce serait de se dire on fait un loop sans monter trop haut, mais on prend un petit clapot, une petite vague à 20 cm pour pouvoir décoller. Ça me semble être le bon compromis pour pas se faire mal et apprendre rapidement. Salut, on a Clément qui dit « Est-ce que vous connaissez des chaînes YouTube de windsurf français ?» Il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que je suis là. Et en fait, si, il y en a quelques-unes. Tu peux aller voir localement sur la boule, tu peux aller voir la chaîne de Lucie,
Lucie Hervoche, une rideuse, c'est écrit en majuscule, et tu en as d'autres aussi. Tu as Julien et Camille Bouillet, Juju Kams qui sont sur l'île de Ré, et eux ça déchire ce qu'ils font, ils sont très rigolos, beaucoup de sessions, beaucoup de fun, ils font des concours, ils font plein de trucs, donc allez les voir, ils ont à peu près la même taille de chaîne que moi, on a un peu démarré en même temps. Et après, bah, effectivement, eux ils parlent de wing, de plein d'autres choses, mais tu as d'autres chaînes, mais pas beaucoup de choses en français en fait. Donc c'est pour ça que moi je voulais vraiment créer quelque chose où on peut parler technique, on peut parler matos, on peut expliquer les choses, faire des reviews, faire des lives peut-être à terme, des choses vraiment sympas mais en français. Après, qu'est-ce qu'on a? Maxime qui nous dit j'hésite à acheter un... Alors il parle du Surfbent, vous savez ce dispositif sur lequel j'ai fait une vidéo, la vidéo s'affiche au-dessus de ma tête. Le Surfbent qui sert à protéger vos noses de planche en cas de impact avec le mât ou le gréement sur la planche quand on fait une catapulte notamment. C'est très utile en foil, moi j'ai trouvé, je l'utilise en windfoil. J'hésite à en acheter un, les avis sans le partager, toujours content du système. Alors c'est intéressant de faire des vidéos 3 mois, 6 mois après, donner un avis sur un produit qu'on a testé. Donc j'ai pas fait cette vidéo, mais ce que je peux dire c'est que ce système fonctionne bien, j'en suis content. Il y a pas mal de gens sur les forums qui sont venus un petit peu mettre leur avis sans forcément l'avoir testé et qui mettent en doute l'impact que ça peut avoir sur le rail de pied de mât. Pour moi, il y a un faux débat là-dessus. Je pense qu'il n'y a aucun risque pour abîmer les planches. Ce qui par contre peut être abîmé, et ça moi je le vois sur des voiles comme mes Nel Pride avec la rallonge que j'utilise, qui est j'ai une rallonge duotone à cliquet. Le bas des protections de pied de mât à terme s'abîme un peu parce que souvent là quand le mât tombe, la protection de pied de mât est prise en pince entre la rallonge de pied de mât et le Surfbent, et du coup ça peut cisailler un peu le néoprène. Donc après ça dépend de ta voile, ça dépend de la rallonge que tu utilises, ça dépend s'il y a une bague qui force un peu sur le néoprène ou pas. Donc c'est le seul bémol, ça abîme un peu les bordures des voiles. Alors après tu choisis, est-ce que tu veux avoir un nose en bon état ou tu veux avoir une voile un petit peu abîmée, ou l'inverse, tu t'en fous de ton nose mais tu veux préserver tes voiles. Moi personnellement je préfère ne pas abîmer ma planche, voilà, donc il y a ce petit bémol, voilà, faut le savoir, mais pour le reste j'en suis très content et j'utilise encore. Question wing qui est intéressante, et ça je vous prépare un contenu là-dessus. Bonjour SF qui nous dit sans harnais pour un windsurfer ça paraît bizarre la wing, ça ne tire pas, c'est moins physique que le windsurf. Alors c'est clair que la wing, on voit les mecs en faire sans harnais, et en windsurf, un gars qui vient du windsurf, il a systématiquement un harnais. Dès que tu es au planning, tu es au harnais. Alors, sache que on navigue maintenant de plus en plus en wing avec des harnais. Moi, personnellement, je navigue strappé et en harnais, et pour avoir eu longtemps un peu une réflexion autour de ça, je pense que c'est vraiment la façon de faire. Je lisais un message de Patrice Guénolé, Gong, qui donnait son avis là-dessus. Il disait qu'en fonction des ailes, si tu as une wing assez puissante, tu vas avoir tu vas être vachement soulagé d'utiliser un harnais. Si tu as une wing plus un peu neutre et faite pour surfer, tu pourras te contenter de naviguer juste avec les mains. Mon avis à moi, et je prépare vraiment une vidéo là-dessus, je vais la faire, c'est que j'aime bien naviguer au harnais parce que sur des grands bords en cruising, tu forces pas, tu reposes sur ton poids, la wing est assez stable et ça dérange pas de naviguer au harnais, tu peux lâcher la main avant, la main arrière, bon les deux mains c'est un petit peu tendu et ça te soulage énormément, ça t'évite de cramer de l'énergie. Et à l'inverse, quand tu vas revenir sur une vague pour surfer de la houle, faire du downwind, là tu vas lâcher ton aile en drapeau, tu vas plus être au harnais, mais au moins tu économises de l'énergie sur les grands bords et ça te permet d'en cramer 2 fois plus quand tu vas surfer et de t'engager plus physiquement. Donc moi je trouve ça super bien, il faut essayer. Le seul bémol du harnais, c'est que quand tu tombes sur la planche, ou water start, faut faire gaffe quand tu montes sur la planche, faut pas foutre un coup de boucle sur la board. Et je l'ai testé avec ma wing ozone et mon matos perso. Sur le matos du automne, il y a un wish, j'ai pas testé, pourtant ce serait très facile de mettre un bout de harnais, mais j'avais peur pour la planche qui était assez fragile en construction, qui est un surf foil assez light, j'avais peur de la bousiller, donc j'ai pas voulu tester le truc. Mais les bouts de harnais en wing, pas pour débuter, mais par la suite quand tu progresses, c'est indispensable et c'est vraiment génial d'en faire avec. Bonjour à vous, on a Guillaume qui nous dit « Je pense m'acheter un Glide S en Powerbox ». Alors par défaut, le Glide est toujours livré avec une aile small, tu choisis pas la taille de ton aile. Dans la vidéo, tu indiques que le prix est 849 € et j'ai vu dans les shops qu'il était passé à 1000, et oui. Alors les foils n'ont pas évolué, il me demande s'il y a une différence entre le Glide 2019 et 2020, non, il n'y a aucune différence. Peut-être la taille du mât à vérifier, légèrement augmentée. Par défaut, moi j'avais un mât de 75 cm. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le paramètre qui a le plus changé, c'est le prix public et que le foil a pris 150 balles dans la vue. Et j'ai pas d'explication.
Grégory qui nous dit salut, merci pour la vidéo, c'est la vidéo sur la Duotone Wing que j'ai testée. T'as un gabarit léger, tu en fais avec une 4 mètres, je pèse 92 kg, quelle surface d'aile polyvalente pour débuter? Alors, c'est pas parce que vous allez être lourd qu'il va falloir prendre une aile énorme, une aile de 6 mètres, 7 mètres, 7 mètres c'est trop gros, moi je pense c'est encombrant. Moi pour un gabarit vraiment lourd, peut-être une 6 mètres, mais j'irai pas sur des ailes trop grandes. On va dire que pour moi, pour des petits gabarits comme moi, 60 kg, l'aile standard ça va être une 4 mètres. Tous les gabarits qui font plus jusqu'à dans les 75 kg ont tendance à prendre des 5 mètres. Et après, si tu es vraiment lourd, tu vas peut-être aller grappiller sur la 6 mètres carrés. Mais moi je vous conseille pas d'aller trop au-dessus, prenez plutôt en complément d'une aile raisonnablement grande, 6 mètres carrés, tu fais 95 kg, prenez plutôt un foil avec une aile avant bien dimensionnée, une grosse aile avec une grosse surface, parce que le foil joue plus encore que la wing sur le départ en vol dans des conditions light. Voilà. Patrice qui nous dit beaucoup trop lisse pour être assurément objectif, donc là un commentaire moins positif, il parlait de la vidéo. Alors il faut savoir que j'ai du matos perso, le matos Duotone qu'on m'a envoyé là dans la dernière vidéo c'est du matos de prêt. Demain je serais ravi de faire des tests avec d'autres marques aussi, développer les partenariats, c'est ce que je cherche à faire aujourd'hui. L'idée c'est d'avoir une crédibilité, à la différence d'une marque qui publie une vidéo officielle promotionnelle ou d'un coureur qui a une chaîne YouTube et qui va dire que le matos de la marque par laquelle il est sponsorisé est génial. Moi j'ai un discours qui s'efforce d'être neutre, et s'il y a des points positifs, je vais évidemment les mettre en avant, mais s'il y a des points négatifs, je vais aussi en parler. Et c'est ce que j'ai fait dans la vidéo de la Duotone. Voilà, c'est super important et c'est là-dessus que se base mon projet de review matos depuis le tout début. Donc là, je resterai vraiment intègre à ce niveau-là et j'ai pas envie de dériver là-dessus. Super, merci Guillaume qui navigue alors Guillaume il navigue en windfoil et il est embêté parce que lorsque le vent monte, il hésite entre passer à la wing ou s'acheter une toute petite voile pour faire du foil. Alors moi j'ai fait beaucoup de foil avec des petites voiles de vagues sur du matos de foil race. J'utilise le F4 chez Nail Pride avec une grosse hydrofoil 135 et j'ai beaucoup navigué avec ma 4.8 de freestyle dessus. Ça peut paraître un peu bizarre mais c'était un combo très fun avec une glisse maxi géniale et une voile qui était facile, un gréement facile à gérer pour le relever, même sans tire-veille à la main, vous pouvez choper le mât et surtout en water start lors d'une chute tu pouvais repartir rapidement. Pour la mise à l'eau c'était pas prise de tête. En revanche en windfoil honnêtement en dessous de 4.5, 4.2, j'ai fait des sorties en 4.2 mais c'est le max, c'était pas très confort. En dessous de 5 mètres, 4.8, faites de la wing. La différence entre windfoil et la wing, c'est que moi je trouve que la wing va beaucoup mieux se comporter dans des vents forts, dans des vagues, dans des conditions plus difficiles. La wing va pouvoir te permettre d'aller beaucoup plus loin dans le délire. Donc moi je lui dirais à Guillaume, achète du matos de wing pour le vent fort. Quand le vent monte, tu seras le roi du pétrole et tu peux avoir une plage basse qui vient se recouper avec ton windfoil si un jour tu n'as pas envie de faire du windfoil et plutôt de la wing. On a Alex, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour un débutant comme moi, je viens du windsurf et du surf, qu'est-ce que tu me conseilles en rapport qualité-prix? Il y a plusieurs possibilités, marché de l'occasion qui se développe peut-être, mais c'est pas encore trop ça. T'as du gong avec un foil alu qui va pas être cher, qui va être assez souple, mais je peux que en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives dans ces prix-là, dans des prix vraiment hyper raisonnables. T'es dans les 400 balles avec le foil complet. Donc je conseillerais du gong pour le mec qui veut débuter quoi. Le gong alu, mais attention, c'est quand même très souple et quand vous allez progresser, vous allez assez rapidement avoir envie de passer sur un foil plus rigide, ce qui est possible avec la marque aussi, donc je trouve ça pas mal. Pour les planches, après, honnêtement, il n'y a pas des gros écarts de prix. Tu prends une Fanatic à 1090 balles pour les Skywing, tu prends la Lemon chez Gong qui est à 999 €. C'est ça, 900 balles, non 900 balles, attention, donc là tu as 200-300 balles d'écart, si tu es prêt à les mettre et que tu préfères avoir une planche d'une grande marque, tu fais comme tu veux, ça change rien, mais il y a des écarts de budget, mais qui sont pas non plus énormissimes. Voilà, et sinon les marques se valent, on est aux alentours des 1000-1200 balles pour les planches de wing par exemple, voilà. Donc là, ça dépend de vos goûts, mais... si on me parle de rapport qualité-prix, pour l'instant, j'ai effectivement évidemment envie de conseiller aux gens d'aller faire un petit tour sur le site de chez Gong. Il y a tout, il y a du matos vraiment entrée de gamme, plus le foil alu qui est pas cher et certaines wings qui vont pas être très chères. Et après, tu peux monter, si tu prends le mât carbone, les ailes carbone pro, tout ça. Next question.
C'est Maceo qui nous dit: est-ce que comme tu as acquis une wing Duotone, tu vas vendre ta wing Gong du coup? Alors j'ai rien acquis du tout moi. Duotone m'a envoyé du matos de test, même si j'ai fait un unboxing un peu comme si c'était mon matos. L'intérêt c'est de tester le matos sur 2-3 mois, dans qu'il y ait un max de sessions pour vraiment pouvoir parler de manière pertinente et crédible du matos, en connaissant vraiment bien le matos. Et c'est pas juste un test express sur une journée ou deux qui n'aurait pas trop d'intérêt à mon goût, à mon sens. Donc j'ai rien acquis du tout, et voilà, le matos ils vont le récupérer. Je pense, moi ce que j'aimerais bien surtout c'est pouvoir tester le nouveau matos pour pouvoir juger un peu des évolutions, des améliorations, et voir comment les bémols ont été traités, et donc ça serait super intéressant. Donc je vois rien du tout, et je n'ai pas de wing Gong, mais par contre j'ai bien du matos Gong encore une fois, donc mon matos de perso, parce que je veux vraiment avoir du matos à moi, parce qu'une marque qui prête du matos c'est cool, mais à un moment donné elle a le droit de le reprendre, et il est super important pour moi de pouvoir naviguer, et puis de connaître autre chose que le matos que je teste pour une marque. Voilà, donc je vends rien du tout pour l'instant. Du coup, j'hésite à prendre la Duotone Wing à la place de la Gong en venant du windsurf. Alors là, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Les ailes à poignée, c'est cool, tu as la simplicité de gonfler ton bazar, tu pars, tu te fais pas chier à mettre un wish, quand tu remballes, ça prend 0 place. Voilà, c'est juste que dans les transitions, moi j'ai trouvé que l'histoire du wish, c'était quand même assez génial. Personnellement, je pense pas que, même si eux ont le brevet un peu, ils ont un peu déposé quelque chose là-dessus, ils sont à fond, je pense pas que c'est ça qui va s'imposer sur le marché dans les années à venir. Je pense que l'aile à Wish, c'est pas l'avenir de la wing, mais ça marche quand même super bien, et on le verra peut-être plus sur des ailes de freeride pour faire du flat pour l'été. C'est super confort. Pour les transitions, je trouve ça juste génial. Après, dans les vagues, on veut peut-être avoir un système un peu plus light. Un wish, c'est aussi la possibilité, ce que j'expliquais dans la vidéo, de pouvoir mettre des pets sur ta planche aussi, quand tu te vautres avec, de te faire mal aussi. Voilà, il n'y a pas que des avantages, c'est ce que j'évoquais dans la vidéo. Donc à voir. Mais si tu viens du windsurf et tu veux apprendre rapidement, clairement ce wish, ouais, c'est vraiment un argument de poids dans le choix de ta première wing, clairement. Après, on a Tate 2 qui nous dit Wingfoil versus Wingfoil. Ouais, c'est ça. Il voudrait que je fasse une vidéo en rapport avec les deux sports. Voilà, comparatif. Bon, ça, on va essayer d'y travailler. C'est intéressant. J'ai pas pu lui répondre. Si je devais répondre là, ça serait beaucoup trop long parce qu'il y a plein d'aspects à couvrir. Je mets ça sur ma to-do list et on va essayer de le traiter. Francis qui nous dit Hello Adou, super vidéo comme d'hab. Cool. J'ai bien aimé la session wing. Est-ce que tu mets quoi comme boot de harnais? Alors moi j'ai des boots d'Akine que j'ai acheté, qui sont des boots réglables, et sur la base d'attaches comme ça. Il vous faut des boots avec des attaches comme ça, qui s'enlèvent comme ça. Tu peux venir les mettre dans les poignets. Quand tu as un wishbone comme sur la Duotone, c'est pas un problème, tu enlèves la rallonge, tu mets les boots. Et là, tu as deux attaches comme ça, tu fais courir un boot sans gaine, on met pas de gaine. Moi j'ai un petit taquet siffleur qui me permettait au départ de régler le boot pour trouver la bonne longueur, et en fait je l'ai réglé une fois puis c'était la bonne longueur, donc j'y ai jamais touché après, donc je devrais le virer ce taquet en théorie. Voilà, et après ce qu'il faut c'est trouver les points d'équilibre, te fixer les deux attaches sur les bonnes poignées pour avoir une aile qui se tient toute seule quand tu t'attaches au harnais. Donc c'est des bouts d'Akine que j'ai modifiés, et je mets pas de gaine parce que c'est quoi se faire mal, se fouetter la tronche avec, et puis ça permet d'avoir un bout souple. J'ai du 5 mm assez pelucheux là, assez moelleux, et ça permet de s'attacher et se décrocher très facilement. Il n'y a aucune rigidité que pourrait créer une gaine sur les boots. Voilà Francis. David, qu'est-ce qu'il nous dit David? Tu me donnes envie de me mettre au wing, et ça c'est bon ça. Et j'espère qu'on sera de plus en plus de monde sur le spot après le déconfinement, après le confinement plutôt. Que penses-tu du matos wing de chez Gong? Il y a une grosse curiosité du matos Gong. Alors c'est les tarifs, c'est les super vidéos que fait l'ours avec son team, les petites vidéos de trip, les belles images même faites ici. Donc forcément, tu es hyper tenté, puis il a un disque, il est très proactif sur la wing, donc forcément, avec une politique tarifaire qui est assez intéressante et qui est assez agressive, forcément tout le monde questionne sur la wing Gong. Donc je peux pas t'en parler, je la connais pas. Que penses-tu des planches sup en wing, type Gong, sup, mob, F1, Papenou, etc. Alors là, je vais être un peu négatif, j'étais un peu critique. Papenou, Zuma chez Gong, c'est des planches top pour débuter. Mais tous les gens que j'ai autour de moi les ont utilisés 5-10 sorties et après ils ont tous vendu.
Je connais personne qui a un subfoil depuis un an. En général, c'est des planches qui sont bien pour débuter. Et enfin, je suis pas négatif, en réalité, c'est important d'avoir 90, 100 litres, voire plus si tu es vraiment lourd, tu pèses lourd, d'avoir du volume pour débuter, de surtout pas démarrer avec un surfoil comme moi ou une 70 ou 80 litres, quoi. Prenez du volume pour démarrer, mais peut-être le défaut majeur de la Wing sur l'aspect matériel, c'est que ta première planche, malheureusement, tu peux pas la garder longtemps. Voilà, et ces planches qui sont un peu lourdes en général, et qui vont vite être encombrantes, et une fois que tu es en l'air, en fait, moi, ce que je dis toujours en windfoil comme en wing, c'est que dès l'instant que tu arrives à prendre ton envol, tout le surplus de largeur, de volume, de poids que tu as en l'air, ça vient plomber ton vol, surtout dans le light wind, et donc ça n'a pas vraiment lieu d'être, quoi. Il faut mieux avoir la planche la plus petite possible, qui va générer suffisamment de vitesse pour t'aider à décoller, et suffisamment de stabilité, de sécurité si le vent tombe, mais après, il ne faut pas aller chercher trop loin dans les gros volumes, quoi. Donc le sub bien pour démarrer, mais c'est pas un achat durable, c'est forcément une première planche et une transition. Super David John qui nous dit, encore une fois, qui nous dit le mât carbone 100 cm en carbone n'est-il pas trop grand? J'ai l'impression que le standard est plutôt autour de 75. Alors clairement, jusqu'à présent, effectivement le standard, c'était le standard du surfoil en 75 cm dans ces eaux-là, voire moins même, 65, mais en wing on était plutôt sur les grands mâts qui étaient 75. Moi, ça fait depuis le début, en wing, depuis septembre, septembre 2019 que je suis en mat 75 avec notamment le glide surf. Et c'est vrai que j'étais très bien avec, des fois des petits décrochages, mais plus liés à mes erreurs de pilotage que à reporter sur la faute du mât. Et c'est vrai que ce mat 100, j'ai pas encore vraiment d'avis à rendre dessus parce que pour se mettre à l'eau, c'est une vraie contrainte. C'est grand. En nave, c'est vraiment grand, quoi. Alors ça limite t'as plus de marge avant de décrocher. Le mât est quand même relativement rigide, mais moins rigide qu'un mât alu, hein. Attention, moi c'est moins rigide qu'un mât Pride ou que le mât du Fanatec Aero que j'ai testé, ça c'est pas comparable, quoi. Par contre c'est ultra léger, ça c'est cool pour emmener le matos à l'eau, tu sens la différence, et les ailes sont très bonnes avec une super glisse. Mais je m'interroge sur ce mat 100 qui est un peu excessivement grand peut-être par rapport à ce qui se fait ailleurs. Par contre, il faut savoir que chez Fanatec il y a un mat 90 cm qui arrive et petit à petit les mâts s'allongent quand même. Alors je sais pas si on ira jusqu'à 100 chez les autres marques, et la Gong il a mis d'acheter un peu un pavé dans la mare avec son mat 100 qui préconise vraiment fortement. Moi je suis plus dans l'interrogation pour l'instant et j'attends d'enchaîner les sessions, au moins enchaîner 4-5 sessions pour pouvoir vraiment dire voilà ce que j'en pense comparé à ce que j'ai testé avant en mat 75. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un plus? Mais est-ce que c'est vraiment indispensable compte tenu des contraintes pour se mettre à l'eau avec? À la boule on a un banc de sable et quand tu tombes, si tu as de l'eau là, le mat 100 il passe pas, quoi. Et j'ai vécu la situation même en mat 75, c'est déjà un peu chiant, donc quand tu es super fort et que tu tombes jamais, tu t'en fiches, ça, mais quand tu es plus en phase d'apprentissage comme moi, ça peut être gênant. Donc à voir. Est-ce que tu trouves que tu as une bonne vitesse avec le foil Gong en wing? Je suis passé avec les pros et j'ai gagné en VMAX, mais c'est pas fou. Alors moi, honnêtement, le seul réel test que j'ai fait sur 3 sorties, c'est le mât Gong carbone, qui est très fin, et les ailes pro, la 92 XL, qui est un peu grosse pour moi par rapport à mon gabarit. Je fais 60 kg, moi je serais plus, à mon avis je vais plus naviguer souvent avec la L. Et j'avais le stab kite de 40, le petit stab, et j'ai trouvé que ça allait vite, j'ai trouvé que ça avait une super glisse. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, c'est super rapide. J'étais un petit peu plus désorienté par ce mât qui est assez haut, et dans les manœuvres, j'avais un foil plus souple que le Fanatec Aero ou que le glide surf chez Pride. La petite question, je fais le même gabarit que toi, 65 kg, avec un subfoil de 120 litres, L-Gong Allvator L. Quelle taille prendre, la 4 mètres ou la 5 mètres? Et ben moi, pour un gars qui fait 65 kg, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la 4 mètres, je pense que c'est très bien. Si tu es dans une optique 10-12 nœuds, vraiment vent léger, peut-être plutôt la 5 mètres, mais en 4 mètres, avec du matos adapté, pour nous les légers, c'est top, parce que tu vas avoir une super aile très manœuvrable et peu encombrante en wing. Et à la limite, voilà, ou alors tu peux prendre 5 mètres si tu es dans une optique de reprendre une deuxième aile après qui va faire 3 mètres carrés. Mais à l'inverse, tu peux dire que tu prends une 4 mètres et pour les vents très légers, tu prends plus tard une 6 mètres. Moi en 4 mètres, je me suis jamais senti à la ramasse, même dans 12 nœuds. Ce qui est important, c'est le foil. Salut, peux-tu faire une vidéo de présentation de tout ton matos windsurf et foil et de ton matos wing? Non, je peux pas. J'aimerais bien, mais ça pourrait être une bonne idée de vidéo, mais là je suis confiné en appartement, j'ai plus de garage et mon matos est remisé dans un box, et en plus comme on peut pas aller à l'eau, c'est un peu compliqué en ce moment, mais ça pourrait être marrant de au moins mettre en focus un peu en avant le matos que j'utilise réellement, quoi, parce qu'il y a du matos qu'on a
Il y a vraiment le matos qu'on utilise beaucoup, que ce soit en windsurf, windfoil et en wing. J'ai mon petit matos fétiche que j'adore, quoi. Et ça pourrait être sympa de faire une petite présentation, ça ferait l'objet d'une petite vidéo cool. Wondering how did you go wingfoiling on this board? Alors là, il parle de la 60 litres de la Skysurf et la question porte sur le water start avec un surfoil. Et j'ai la même planche et je voudrais l'utiliser pour faire de la wing, mais je la trouve très instable pour le décollage et bon, pour le water start, pour le démarrage. Alors moi, la technique que j'utilise, je lui ai répondu en English, c'est que je monte, je me mets à genoux, et comme l'équilibre est assez précaire, même pour moi qui suis léger, hein, je fais le même poids que le volume de la planche, je fais 60 kg pour 60 litres, je m'appuie sur l'aile. Quand il y a du clapot ou de la houle, c'est ce qui me permet de me stabiliser. Et une fois qu'il y a un peu moins de houle, là, je vais venir choper l'aile, et assez vite, quand tu es à genoux, il faut border. Et le fait de border va te donner un peu de vitesse, tu vas commencer à avancer. Et traction dans la wing plus la vitesse du flotteur horizontal, même si c'est une vitesse faible, ça va te donner un équilibre qui va te permettre de te mettre debout beaucoup plus facilement. Et dès l'instant que tu as cet équilibre, tu te mets sur un pied, tu commences à te lever debout. Et là c'est tout de suite beaucoup plus simple, après tu as juste à pomper et tu décolles. Mais c'est cette phase à genoux en s'appuyant sur la wing et assez vite venir choper les poignets et la poignée assez reculée pour pouvoir bien border l'aile. Et plus tu vas avoir de la pression dans les bras, plus tu vas avoir de l'équilibre parce que tu vas générer de la vitesse et c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Après, si vraiment tu galères, t'as pas l'équilibre, il faut partir sur un flotteur plus volumineux. Démarrer en wing en surfoil, c'est pas la solution la plus facile, c'est clair. Et on a Ricky qui est vraiment fidèle de la chaîne, un ex de la boule. Et Ricky qui disait petite question stupide, il n'y a pas de question stupide en fait. C'est comme les profs, c'est les profs qui disent ça. Il n'y a pas de question bête. Quel est le support le plus physique, windsurf ou windfoil ou wingfoil? Alors, pour moi, dans l'ordre, non pas dans l'ordre, pour moi de loin c'est le windsurf le plus physique. Parce que en windsurf c'est simple, si t'es pas au harnais, tu te crames les bras, tu peux pas tenir. Alors qu'en wing, tu peux faire de la wing pendant 3 heures sans harnais et ça c'est formidable. Il y a deux choses, le fait d'être sur un foil déjà fait que c'est beaucoup moins physique sur les jambes qu'un windsurf, ça tape pas dans les cannes et dans les genoux, tu te fais pas secouer la ganache, déjà, même dans le vent très fort. Et ensuite, il y a le gréement, la structure, la wing qui est gonflable, il y a une certaine souplesse. Et la wing, t'es pas obligé de bien l'aborder pour qu'elle soit stable. Tu peux choisir d'utiliser une poignée un peu ravancée pour la main arrière, pour pas avoir une traction trop forte dans les bras. Tu peux naviguer confort, pépère. Et puis ce qu'on cherche en wing, c'est pas forcément la vitesse, tu vois. Même si c'est en train d'évoluer un peu, là j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu chez certaines marques. Mais en tout cas, tu cherches pas forcément la vitesse, et du coup tu as une structure qui dans les rafales est assez souple, elle absorbe et c'est pas trop physique, et on s'étonne à naviguer parfois 3 heures d'affilée sans broncher, alors qu'en windsurf ça tire vite sur la gueule et l'ensemble tout est très rigide, le flotteur est rigide, le gréement est raide, on est accroché au harnais, on prend tout dans les lombaires. Clairement la wing est beaucoup moins physique, donc ça c'est un fait. Et dernière question, ouh c'est long ça, ouh là là, j'ai une petite question concernant les planches de wing, je pratique déjà le kitefoil, très bon point, et le windfoil. Toi tu vas progresser tout seul, c'est Samuel qui nous demande s'il faut passer par une planche de sup impérativement, subfoil, ou prendre plutôt une planche dédiée wing type Skywing, il parle de la Fanatic. Skywing, on prend, moi j'ai parlé un peu de la Lemon aussi chez Gong, des planches 100% wing qui sont très courtes. Moi je pense que pour quelqu'un qui fait déjà du kitefoil comme Samuel, il a carrément intérêt à passer directement sur une planche de wing pourvu qu'il la dimensionne bien. Il nous parle de son gabarit, non je suis pas sûr, on n'a pas son poids, mais honnêtement, pour naviguer dans du moins de 12 nœuds, au pire tu prends la Skywing en 75 litres, la 55, la plus petite, elle est peut-être un peu petite, moi j'aimerais bien la tester, j'avoue, la 4.8, mais après il faut adapter le volume, mais clairement j'aurais plus tendance à m'orienter vers un flotteur dédié wing qu'un flotteur de subfoil. Le flotteur de subfoil va te permettre d'aller faire du subfoil à la rame, de faire autre chose que de la wing quand il n'y a pas de vent, mais après on sait très bien qu'une planche qui veut tout faire fait tout un petit peu moins bien qu'une planche 100% dédiée à un usage. Donc moi j'aurais tendance, s'il veut vraiment faire de la wing, à utiliser une planche type Skywing, 100% dédiée wing, ou Rocket Wing chez F1, Lemon chez Gong, etc. etc. Voilà.
Yes, on est au bout de notre petite question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour du tuto, glisse, windsurf ou des vidéos de session, tout ce que vous voulez. Si vous avez bien aimé ce format, dites-le. C'est sympa, c'est assez facile pour moi à mettre en œuvre. Et puis si ça peut permettre d'apporter des réponses aux questions que certains se posent, je trouve ça plutôt cool, quoi. Et puis ça me permet au moins de communiquer un peu plus avec vous. Voilà. Donc je vous dis à plus. Je vais finir mon café. Bye bye. Bon confinement. C'était Adou. But it's absolutely